Merci de nous avoir rejoints et de laisser donc vos micros et vos écrans et vos vidéos fermés. Ça nous permet d'avoir toute la bande passante nécessaire et pas de parasitage. Donc, on est content d'organiser cette réunion aujourd'hui dans le cadre du MOOC e-santé. Donc, le titre, je vous le rappelle, la contribution des usagers au développement de la e-santé. On se souvient, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on peut parler d'une vraie reconnaissance des droits des patients, droit à l'information surtout, et puis de plus en plus droit à l'action. Et cette reconnaissance, à cette reconnaissance est ajoutée une reconnaissance de l'intérêt d'associer les patients et les usagers plus globalement à tout ce qui caractérise le système de santé, y compris les innovations technologiques et y compris de plus en plus la conception des services numériques. Alors, avec quel résultat sur le plan numérique quand on lisait le rapport Dominique Pont et Anne-Laure Coury il y a 2 ans, il y avait de forts regrets, de vifs regrets que l'usager était oublié du virage numérique. Alors ça, c'était il y a 2 ans, il y a eu des progrès. Il faisait la promesse d'un espace de services numériques en santé à l'horizon 2022, donc un ENS, un espace numérique en santé. Il restait à recueillir les attentes des patients, des usagers. C'est ce qui a été fait notamment en partie avec les ateliers citoyens dont on va parler tout à l'heure. Et tout le monde n'a pas attendu que les pouvoirs publics passent à l'action, et c'est aussi ce qu'on va voir et apprendre avec les témoignages des 4 acteurs qui sont avec nous. Donc Coralie Jardon et Adrien Delorme qui représentent France Asso Santé. Alors Coralie pour la région Bourgogne-Franche-Comté, où elle est chargée de mission et pilote du groupe de travail régional e-santé, qui travaille donc au sein de la délégation régionale. Adrien Delorme est en Auvergne-Rhône-Alpes, pour le plaidoyer de droit des usagers, et il est également professeur associé à la faculté de médecine à l'université Claude Bernard. Il a une formation en droit. Ils ont rejoint le collectif interassociatif sur la santé, tous les deux, avant sa transformation en France Asso Santé. On en parlera peut-être plus précisément tout à l'heure. Laure Pirouacola est fondatrice de l'association Patients en réseau. Docteur en pharmacie, elle a aussi développé son expertise patient au quotidien, alors suite à sa propre expérience. Et aussi, elle s'est formée avec des DUI, des diplômes universitaires en éducation thérapeutique et des diplômes universitaires, mission d'accompagnement, parcours en cancérologie à l'université des patients, parce que ça aussi, c'est une belle invention de ces dernières années, l'université des patients à Sorbonne Université. Et donc, elle nous parlera de toutes les actions de l'association en matière de réseaux sociaux et également dans la participation à des projets innovants. Et Sébastien Letellier, lui, est entrepreneur dans la santé depuis plus de 20 ans et dirige la société Health Factory qui a pour objectif d'accompagner tous les acteurs de santé dans l'innovation, avec notamment un grand hackathon santé, Hacking Health Camp, annuel qui réunit 500 personnes, professionnels de santé, du numérique et aussi des patients, et puis des partenariats avec les différents Hacking Health Camp ou autres types d'actions similaires dans les régions. On est à la 8e édition bientôt du Hacking Health Camp qui se prépare pour 2021. Et pour les 7 premières éditions, c'est un total de 175 projets innovants qui ont été prototypés et 22 entreprises créées. Donc, on va, sans plus attendre, je vais vous donner la parole. En commençant donc avec Adrien, peut-être nous rappeler, Adrien, la vocation de France Asso Santé et sa place dans la gouvernance du système de santé, reposer un peu ce rôle dans le paysage, parce que vous m'expliquiez quand on a préparé cette réunion que ce n'est pas toujours bien compris, il y a confusion, flou. Donc, France Asso Santé, en quelques mots. Ok, d'abord, merci et bonjour. Quelques mots en effet sur France Asso Santé, qui est le nom public de l'Union nationale des associations agréées des usagers du système de santé, UNAS,
qui est quand même pas très lisible pour l'usager. Donc, d'où ce choix de France Asso Santé, dont la création est assez récente, puisqu'elle date du 26 janvier 2016. France Asso Santé, ça prend la suite de quelque chose qui s'appelait auparavant le CIS, Collectif Interassociatif sur la Santé, mais qui est aujourd'hui une assise législative, légale, et qui est prévue voilà, par cette loi de santé de 2016. C'est en somme l'organisation de référence pour représenter les patients, les usagers, toutes les personnes qui ont une expérience du système de santé. Et elle fédère des associations agréées des usagers du système de santé. Et cet agrément, c'est finalement une forme de label qui permet de donner une légitimité à ces associations pour porter la parole collective des usagers du système de santé. Alors, ces associations, c'est la Ligue contre le cancer, l'APF France Handicap, l'UFC Que Choisir, des associations familiales, etc., qui rassemblent ces personnes qui ont une expérience spécifique qui est liée à leur pathologie, leur situation de vie, et qui apportent un savoir expérientiel pour améliorer le système de santé. Et donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous on a donc le France Asso est organisé en délégation régionale, en union régionale. C'est une entité unique au niveau juridique, politique, mais sur l'organisation, voilà, il y a dans chaque région une délégation et nous, au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes, nous représentons près de 140 associations d'usagers du système de santé. Et pour finir sur France Asso, voilà, notre cœur de métier, c'est bien la défense des droits des usagers et la promotion des intérêts des personnes dans leur expérience de santé, donc dans l'infiniment grand au niveau des politiques publiques nationales, jusqu'à l'infiniment petit dans les interactions, le colloque singulier entre l'usager et l'acteur de santé. Alors, assez vite, France Asso Santé, enfin, ou à l'époque, le CIS s'est emparé des questions de e-santé, de numérique en santé, avec la publication de quelques guides, de recommandations, etc. Quel est le rôle que vous souhaitez jouer à la fois au plan national et dans chaque région? Alors, en matière d'e-santé, je crois que l'ambition, elle est claire, hein, elle est de jouer un rôle majeur. Formellement, on est aujourd'hui présent et extrêmement actif dans la plupart des espaces où se discute, se pense la e-santé, tant au niveau d'instances transversales qui, par leurs avis, leurs recommandations, investissent largement, spécifiquement le volet e-santé. Je pense à la Conférence nationale de santé, je pense au CRSA dans les régions, que au sein d'instances spécifiques e-santé. Et c'est notamment le cas du Conseil national du numérique, du Conseil du numérique en santé. Mais là, je laisserai Coralie aller plus loin dans son intervention sur la place qu'on peut prendre dans des initiatives je dirais, de contribution locale. Pour ce qui est voilà, de ce rôle en matière d'e-santé, on a bien vu, comme vous l'avez bien dit, que sur le virage numérique, on a regretté d'être insuffisamment associé, on l'a bien fait comprendre et je crois que les choses sont en train de se mettre dans l'ordre et les usagers ont une voix de plus en plus, je dirais, importante dans la construction des politiques de santé et plus particulièrement d'e-santé, en considérant une chose assez logique finalement, c'est que c'est difficile de construire des outils sans se soucier de l'usage qui en sera fait. Et c'est donc tout l'intérêt de l'apport des représentants d'usagers dans cette construction de la politique d'e-santé. Alors, ce que vous me disiez, c'est parce que parfois on vous interpelle, on vous demande un avis sur telle ou telle solution. Vous n'êtes pas là pour faire une sélection des outils santé pour le grand public ou donner des avis sur leur conception. Alors exactement, c'est-à-dire qu'il faut être très clair et ça me paraît assez fondamental de clarifier ce point d'emblée, c'est que France Asso Santé est notre union d'associations agréées, elle a pas vocation à proposer des bêta-testeurs. C'est-à-dire que nous, notre point d'entrée, c'est d'abord et avant tout le champ du respect des droits et un rôle de vigie éthique finalement. Il arrive que marginalement, on puisse orienter vers des associations qui elles-mêmes puissent proposer des bêta-testeurs. Mais
nous, notre rôle, c'est de porter des attentes des vigilants sur le plan du respect des principaux droits en santé. Donc, le droit à l'information, on l'a évoqué tout à l'heure, le droit de ne pas être informé, qui est le droit miroir du droit à l'information, le consentement, le respect de la dignité, de l'intégrité de la vie privée. Ça, c'est, je dirais, le pacte commun des droits que l'on essaye de faire respecter autant que possible dans la construction des politiques publiques de santé et plus particulièrement dans la construction de l'e-santé. Et puis, sur le champ de l'e-santé en particulier, du numérique, on a des exigences en matière de sécurité. Pour générer des usages, il faut de la confiance en matière d'accessibilité cognitive, sensorielle, technologique, pour tous, à une époque où il y a encore quasiment 30% des citoyens français qui sont soit distants du numérique, soit carrément sans accès à un numérique satisfaisant. Des attentes en matière d'utilité, on est OK pour se monitorer, pour se surveiller nous-mêmes, voire avec l'assistance et le soutien d'un soignant, mais on n'est pas d'accord pour être fliqué, surveillé. C'est la question du suivi comportemental assurantiel notamment, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis des exigences en matière d'interopérabilité pour faire en sorte que les choses soient décloisonnées entre la ville et l'hôpital, entre le sanitaire, le social, le médico-social. Donc voilà ce qu'on porte. C'est vraiment une vigie éthique et on n'a pas, encore une fois, cette vocation à proposer des usagers lambda qui viendraient contribuer aux essais et au prototypage des solutions. Merci Adrien. Coralie, vous partagez, vous avez le même rôle, la même vision, j'imagine, en Bourgogne-Franche-Comté, ou peut-être avec quelques différences relatives aux territoires sur lesquels vous travaillez. Vous allez nous décrire votre expérience générale du numérique en santé, et puis peut-être revenir plus précisément sur ces fameux ateliers citoyens du numérique en santé. Il y a eu 5 ateliers dans différents territoires et vous avez donc participé et co-organisé l'atelier qui a eu lieu à Besançon en décembre 2019. Le thème était Demain la e-santé au service des patients et des aidants. Alors, d'abord, votre expérience globale et puis comment ça vous est tombé dessus, cet atelier à Besançon? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Oui, avant de vous expliquer un petit peu comment on a pu déployer cet atelier à Besançon et qui nous est pas tombé dessus finalement par hasard, je voulais vous revenir sur notre implication de France Assos Santé donc dans la délégation Bourgogne-Franche-Comté concernant le champ du numérique en santé. La e-santé, c'est l'une des thématiques retenues comme prioritaire par les instances régionales de France Assos Santé, l'une, je dis bien, dans le cadre de la définition de nos orientations stratégiques quand on s'est mis en place en 2018. Donc un groupe de travail que j'anime depuis quelques temps, que je pilote, constitué de membres d'associations adhérentes et de représentants des usagers de la région, s'est mis rapidement en place et travaille sur l'accompagnement et le déploiement de la e-santé en Bourgogne-Franche-Comté, notamment de la télémédecine, et également sur l'information auprès de nos associations et du public, du tout public, pour autant qu'on arrive à le toucher. Et tout ça dans ces objectifs donc pour atteindre ces objectifs, participe à des actions de communication et intervient lors d'événements locaux ou régionaux. Donc, on peut être sollicité ou on peut essayer d'intervenir lors de réunions publiques, comme par exemple des réunions qui sont organisées avec les ARS ou les CTS, les conseils territoriaux de santé, des débats publics aussi en lien, des conférences ou débats ou colloques avec l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Et on a également participé au Tour de France du numérique en santé. Nous avons été sollicités par le biais d'une association membre de France Assos Santé qui est l'ARUCA, l'association des représentants des usagers des cliniques et des hôpitaux de la région. Et on a pu y exprimer donc l'avis et les attentes des usagers au niveau du numérique en santé.
Et nous sommes aussi intéressés sur le retour d'expérience patient. Donc en matière de télémédecine, on a réalisé une vidéo qui présente les avantages et voire les inconvénients de télémédecine, notamment de téléconsultation et de téléexpertise. Et tout ça, en fait, où on veut aller, l'idée, c'est bien d'informer, d'échanger pour mieux comprendre et faire comprendre les enjeux du numérique en santé, pour impliquer nos associations, nos représentants des usagers dans cette nouvelle forme de soins, tout en veillant donc au respect des droits des patients qui sont fondamentaux, hein, comme les a cités tout à l'heure Adrien. Mais c'est également recueillir les attentes des usagers via leurs représentants au sein de leurs associations pour avoir justement un avis, et également valoriser les initiatives qui sont propres aux associations, qui peuvent être déployées au sein des associations, hein, parce que le numérique en santé, les associations s'en sont déjà emparées, et il y a des exemples notamment d'applications pour les patients atteints de diabète. Oui. Donc, voilà. Oui, oui. Voilà pour situer un petit peu le contexte. D'accord. Alors, les ateliers citoyens, donc ça fait partie du programme du virage numérique en santé, de la feuille de route. Et donc, à Besançon, vous avez participé à l'atelier. Donc, il y avait une trentaine de participants, si j'ai bien compris, à cet atelier. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Est-ce qu'il y a des recommandations, des propositions? Quels enseignements après, on peut dire, sont tirés de ces rencontres, hein, de cette rencontre? Oui. Alors juste avant de vous parler donc des enseignements qui en ont été tirés, c'était le pourquoi un atelier à Besançon et comment ça s'est passé. Alors tout simplement, nous avons participé avec quelques membres de la délégation, notamment notre coordinatrice régionale, à la journée Ma Santé 2022 organisée par France Assos Santé à Paris. Et il y avait une présentation par Laura Letourneau de la feuille de route du numérique en santé et de l'espace numérique en santé. Et là, elle aborde donc l'action 26 de la feuille de route, qui est le déploiement d'ateliers citoyens en région. Et là, ma coordinatrice et moi-même sommes allés attendre à la sortie de la salle Laura Letourneau. On n'était pas les seuls, et là on lui a demandé, m'a dit, nous la e-santé, le numérique en santé, ça nous intéresse dans notre délégation, et puis on organise en décembre 2019 une journée d'information pour nos associations, pour tous les usagers, et on se dit qu'en deuxième partie de journée, pourquoi pas organiser un atelier à Besançon à cette occasion. Donc on a eu des contacts, et de là on a organisé ce fameux atelier donc le 11 décembre à Besançon, avec une trentaine de participants, donc majoritairement issus des associations membres de notre réseau. Et je dirais que la valeur ajoutée de ce type de public spécifique à l'atelier bisontin, parce que je crois que les 4 autres ateliers, c'était plutôt des gens, enfin des personnes sollicitées, on va dire des citoyens lambda. Là, on est dans un réseau d'associations. C'était que l'intérêt, donc, c'est d'avoir des avis citoyens, usagers de la santé, qui sont parfois eux-mêmes malades ou aidants de personnes malades, ou porteurs de leur propre parole, mais parole aussi des associations qui la composent. Et les associations d'usagers, ce sont des acteurs de la démocratie en santé, et donc ils avaient tout ce regard, on impliquait les acteurs de terrain. Alors, les ateliers ont été réalisés en 4 sous-groupes, ce qui a permis de faciliter les échanges, de croiser les points de vue et d'en tirer plusieurs enseignements. Et ils ont mis en évidence certaines attentes, certaines craintes, hein, bien évidemment, parce qu'il fallait aussi que ça puisse sortir à un moment donné. Et puis, ils n'ont pas manqué d'être le lieu aussi où on rappelle les droits fondamentaux des usagers. Au niveau des attentes et surtout des points positifs, ils y ont vu un meilleur accès aux soins, avec un accès facilité à un avis spécialiste, hein. On pense à la téléexpertise, avec la télémédecine, hein, aussi, qui peut être déployée au sein, par exemple, des EHPAD, où on a accès plus facilement à un médecin accompagné d'une infirmière. Il y a le médecin à distance. Enfin, ça donne
certaines facilités au sein des établissements. Aussi, l'intérêt de la transmission des données par des objets connectés, où on peut avoir un suivi, hein, on parle de la télésurveillance, avec une qualité et une sécurité de prise en charge. Et puis, bien tout ça, en tenant compte, bien évidemment et en rappelant, la fracture numérique. On n'oublie pas le public des personnes qui sont plus âgées, des publics précaires, situation de handicap, qui n'ont pas forcément un accès facilité, aux outils numériques. Et puis ils ont mis aussi en évidence un manque, de confiance, et d'acculturation, parce qu'on connaît mal, donc ce qu'on connaît mal, ça peut faire peur. Donc, on s'est dit que nos actions avaient du sens aussi en termes d'information pour sensibiliser les personnes et gagner en confiance. Voilà. Voilà globalement ce qu'ils ont mis en évidence. Je ne vais pas revenir sur les droits qu'a cité Adrien tout à l'heure, mais nos représentants des usagers n'ont pas manqué de les rappeler, hein. Le droit à l'information explique aux patients l'intérêt que présente par exemple une téléconsultation, l'informer sur la possibilité aussi qu'il a de la refuser. Et puis, le droit au consentement et au respect de la vie privée, de la confidentialité. C'est-à-dire que si, par exemple, un acte est réalisé au sein d'un établissement comme un EHPAD, un professionnel n'a pas à rentrer dans la pièce où se réalise cet acte. Il faut un endroit bien dédié, calme, etc. Et puis, l'aspect de la sécurité des données, ça a été beaucoup abordé parce qu'on était sur une thématique donc des aidants et de l'espace numérique de santé. Et tout cet aspect pose encore beaucoup de questions pour nos publics et avec tout ce qui est anonymat et sécurité des données, que les données ne soient pas utilisées dans d'autres secteurs inappropriés. Et au niveau des propositions, Dominique, vous souhaitiez qu'on aborde ce Oui, point. Alors, spécifiquement, créer un cadre de confiance, garantissant la confidentialité dans lequel l'aidant a sa place. Donc, des propositions ont été faites, sur l'évolution du DMP, qui est un outil forcément qui a été déployé il y a déjà quelques années. La CPAM du Doubs, par exemple, est caisse pilote depuis des années, donc on a bien des personnes qui étaient présentes à cet atelier qui avaient des doutes sur le DMP, qui en avaient entendu parler, qui disposaient d'un DMP qu'ils avaient ouvert il y a tant d'années, qui n'était pas alimenté, donc ils se posaient bien des questions. Pour autant, avec une ouverture d'esprit, ils s'imaginaient qu'il pouvait y avoir un endroit avec une entrée spécifique pour les aidants. Et au niveau de l'espace numérique, ils ont imaginé un espace dédié aux aidants, justement pour échanger. Alors, après, ces idées ont été avancées sans être forcément développées, hein. Pour l'instant, c'est l'état de proposition. Voilà, globalement ce qui s'y est d'accord. passé. Oui. Vous me disiez aussi, donc, et on va le rappeler, le 19 novembre, je crois, est prévu une restitution de l'ensemble de ces ateliers, donc un événement à distance, hein, en partie à distance. Donc, vous pouvez déjà nous dire, parce que c'est dans pas longtemps, le 19 novembre, si justement l'objet est simplement une restitution ou bien peut-être l'annonce qu'un certain nombre de propositions évoquées à l'occasion de ces ateliers vont être retenues au plan national. Alors à ce jour, je suis pas à même de vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, on a été sollicité par l'agence de communication qui met en place ces assises citoyennes. Et qu'ils ont souhaité qu'un représentant de chaque atelier citoyen puisse être présent pour une restitution et échanger aussi sur peut-être la méthode et sur tout les propositions qui ont été faites. Alors après, je n'ai pas ce retour. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est un membre d'une de nos associations adhérentes et qui a participé bien évidemment à l'atelier byzantin qui nous représentera. Mais c'est lui pour l'instant qui est en lien avec la délégation ministérielle et qui organise cette restitution. Je ne peux pas vous en dire plus au niveau des propositions. Alors, l'aspect information sur l'existant du numérique en santé est aussi assez important, hein, puisqu'il y a à la fois
un défaut d'information, puisqu'on a encore pas mal de Français qui ne connaissent pas le DMP, et si on parle de l'ENS, alors l'espace numérique en santé, je pense que si on les questionnait, on n'aurait pas beaucoup de réponses positives sur ce plan-là. Est-ce que vous avez vocation à diffuser l'information? Est-ce que vous participez à la diffusion des informations institutionnelles? Est-ce que vous participez au point de les coécrire ou de les écrire? Parce que bon, j'imagine que écrire, raconter ce qu'est le DMP quand c'est écrit par le ministère de la Santé ou quand c'est écrit par France Assos Santé, c'est peut-être pas la même. On donne peut-être pas la même définition des choses. On est peut-être plus proche d'une vulgarisation en étant chez France Assos Santé qu'au ministère. Oui, alors je vois Adrien qui hoche la tête. Je peut-être lui repasser la parole après, mais en tout cas, oui, France Assos Santé a cette vocation, et pour le DMP, on a des documents, donc ça c'est au niveau du service communication nationale, ça n'a pas été fait en région, mais ça a été porté par les régions. France Assos Santé réalise des faciles à lire, faciles à comprendre, et il y en a eu plusieurs, enfin il y en a eu 2, je crois, sur le DMP à deux étapes différentes, et je pense que sur des on peut être force de proposition aussi en région, mais sur des outils comme ça qui sont déployés, oui, c'est indispensable, et ça fait partie de nos missions, tout à fait, tout à fait. Adrien, tu veux peut-être compléter? Je ne sais pas. Non, Ton micro? hop, mon micro. Oui, bah, non, mais tu as dit l'essentiel. J'ajouterais simplement que on peut être amené également à organiser des temps de sensibilisation au DMP, à favoriser des permanences de l'assurance maladie, par exemple, en marge de nos événements. Enfin, ça a pu nous arriver pour les aider à générer de la création de DMP. Alors maintenant, le sujet se porte moins sur la question de la création puisqu'elle est automatisée. En tout cas, elle est industrialisée largement, ce qui pose des questions malgré tout, que sur la sensibilisation à l'usage du DMP, parce qu'on voit bien que le premier ambassadeur du DMP, ça doit être l'usager. Les professionnels de santé sont très peu convaincus par ce dispositif, et donc si nous, on ne le porte pas, il a peu de chances d'avoir une vie longue et heureuse, ce DMP. Alors, pour rester sur l'information, mais pas seulement, je vais donner la parole à Laure Guiraud-Acola, donc fondatrice de Patients en réseau, puisque Laure a créé l'association dès février 2014, donc elle n'a pas attendu que les pouvoirs publics se mobilisent plus activement. Alors, depuis 2014, Patients en réseau a démultiplié ses actions, hein, puisque les réseaux concernent de plus en plus de disciplines, de pathologies. Donc, vous avez été très active. Racontez-nous pourquoi cette création, manque d'information, manque de soutien entre patients, et quelles sont ces activités principales. Bonjour et merci beaucoup donc de m'inviter à cette réflexion aujourd'hui. Donc, pour être très concrète, en fait, moi j'ai été touchée par un cancer du sein en 2009. J'étais donc bien avant l'âge du dépistage de cette maladie. Et comme beaucoup de personnes concernées dans ces situations-là, on se sent un peu, je dirais, le cas à part. De plus, j'habitais entre la France et l'étranger. Enfin, j'habitais à l'étranger, mais je me suis fait soigner entre 2 pays. Et donc, voilà, j'avais ce sentiment d'être un petit peu un cas particulier. Et à l'époque, j'ai pas mal souffert, effectivement, d'une certaine solitude. Je me suis rendu compte également que j'étais passée à côté de pas mal d'informations qui m'auraient été très utiles pendant mon propre parcours de soins. Parce qu'il y a une évidence à rappeler, on n'a jamais prévu de tomber malade. Donc au départ, on est tous assez mauvais dans la gestion de sa maladie, et finalement, c'est avec le temps
Notamment, on le voit bien avec les malades chroniques, avec le temps, on acquiert une expérience dans sa maladie, on acquiert des savoir-faire, des savoir-être. Mais donc, quand un diagnostic tombe, en fait, on est bouleversé, il faut se mettre dans les traitements et finalement, il y a une vraie problématique d'accès à l'information utile au bon moment. Ça, c'est voilà, un petit peu le point de départ. Et l'autre point de départ, c'est que bon, moi, j'avais pas mal bougé en France avant de partir à l'étranger et c'est pas du tout la même chose d'avoir un cancer à la campagne, dans une petite ville, dans une grande ville, en banlieue, à la fois dans l'offre de soins possibles, mais aussi dans l'accès à tout ce qui va être soutien, dans tout ce qui va être association, boutique spécialisée, etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'on était finalement très nombreux à être plutôt quand même assez isolés et à distance d'un certain nombre de propositions de soutien. Donc, d'où l'idée de proposer des réseaux sociaux qui sont fermés, qui sont donc dédiés à la fois aux patients mais aussi aux proches et qui existent, donc ont été créés au départ avec mon réseau cancer du sein et puis depuis, en fait, ça s'est effectivement développé et décliné dans d'autres pathologies, le cancer du poumon, les cancers gynéco et tout récemment, cancer colorectal. Donc évidemment, par rapport à France Asso Santé, on est vraiment à l'autre bout. On est une petite association, actuellement uniquement donc, sur des problématiques d'accompagner les patients qui sont concernés par un certain type de cancer. Par contre, on a participé à pas mal de choses et je suis ravie de croiser aujourd'hui Sébastien Letellier puisqu'on s'est rencontrés en 2017 lors d'un défi santé numérique. Et parce qu'en fait, avec ces réseaux sociaux, on est dans l'accompagnement, on se positionne comme des facilitateurs du quotidien. Donc, faire connaître les autres associations, les structures. Et par exemple, France Asso Santé, on ne connaît pas forcément comment ça marche, la représentation. Donc, c'est en fait être un petit peu à l'interface de ces mondes-là. Et donc, d'accompagner les gens. Et du coup, on a participé à ce défi santé numérique qui était sur le virage ambulatoire. L'idée, c'était que à la fois les soignants des centres spécialisés, donc oncologues, pharmaciens hospitaliers, les soignants de ville, donc médecins, pharmaciens, infirmiers, et les patients, donc on était plusieurs associations de patients, puissent dire en fait leurs besoins face au virage ambulatoire et très particulièrement, finalement, la problématique des thérapies orales dans le cancer. Il faut quand même réaliser que c'est à peu près, enfin, on imagine qu'à peu près 50% des patients qui sont traités pour un cancer métastatique sont traités avec des formes orales. Ça veut dire que vous avez une maladie quand même extrêmement, lourde à vivre, un diagnostic de maladie métastatique qui est préoccupant et en fait, on vous propose de gérer vous-même votre traitement. Et c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. D'où donc l'intérêt de ce défi santé numérique. Et à cette occasion, en fait, j'ai pu rencontrer la start-up Continuum Plus, et qui a d'ailleurs eu le coup de cœur de notre jury à l'époque. Et on a décidé en fait de continuer à travailler ensemble. Donc depuis septembre 2017, en fait, en tant qu'association, on a vraiment travaillé à des parcours d'accompagnement, donc pour répondre à ces questions spécifiquement. Et donc, on s'est d'ailleurs beaucoup inspiré des travaux. Vous avez peut-être entendu parler de Cancer ad hoc, qui avait été un travail très intéressant pour justement bien comprendre les besoins des patients face à ce virage ambulatoire. Voilà. Et du coup, sur ces parcours d'accompagnement, il y a près de 500 parcours qui ont été réalisés. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée qui est née dans ce principe un peu d'hackathon, etc. Mais surtout, il y a aussi de l'expérience qui, petit à petit, a pu se mettre en place avec justement le soutien de ces initiatives. Et je crois que c'est hyper important aussi de souligner qu'on a besoin de travailler sur des projets, mais après, il faut que ces projets deviennent des expérimentations. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est comment on fait maintenant pour que ces expérimentations, elles soient utilisées. C'est qu'on arrête de juste inventer des nouvelles solutions. Il faudrait les mettre en place. Et juste pour rebondir sur, je dirais plutôt l'actualité, en raison du premier confinement, on avait été parce qu'on a donc démarré les premières expérimentations à Strasbourg et notamment on travaille avec donc des départements donc en urologie, en pneumo-onco, en sénologie et
Et donc, les pneumo-oncologues nous ont dit, attendez, là, avec le Covid et tout ça, c'est l'horreur, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. On voudrait une solution, j'allais dire, de PRO, donc Patient Reported Outcome, qui soit un peu la petite sœur de la solution initiale, qui s'appuie sur une visite infirmière qui s'appelle ACOADOM. Et donc, en quelques jours, on a pu mettre en place cette solution ACOAD PRO. Et du coup, finalement, répondre à un besoin aussi de lien. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aux outils numériques s'ils sont au service finalement, de la qualité des soins. Alors, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais là, en l'occurrence, c'est de se dire, je me sens moins seule, il y a des partages d'informations utiles, le coup de téléphone ou la vidéoconsultation, finalement, s'appuie aussi sur des données concrètes qui sont donc remontées par cette plateforme. Donc, on va retrouver des symptômes, des effets indésirables, des constantes. Et donc, ça permet aux médecins aussi de pouvoir s'appuyer sur tout ça pour faire sa consultation à distance. Donc, il y a une notion de lien, de continuité, de sécurité qui est bien abordée. Et puis, il y a un enjeu finalement de pouvoir s'appuyer sur des soignants de ville, mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'on leur donne les moyens. Donc, comment est-ce qu'on fait pour informer, je dirais, au bon moment pour le bon patient, ces médecins traitants et pharmaciens d'officine notamment. Voilà un petit peu. Donc voilà, on est vraiment sur des choses très concrètes. Alors, c'est très concret et vous vous appuyez d'emblée sur le numérique. Ça vous paraissait être une évidence que ce que vous alliez faire, toutes les actions à mener, devaient utiliser le numérique. Alors, le numérique, c'est évidemment très utile et on voit bien que ça peut répondre à beaucoup de problématiques. Alors, les préambules, ils ont été bien notés par les précédents orateurs, hein, Adrien Delorme et Coralie Jardon. C'est bien sûr des outils qui sont hébergés de façon agréée, qui sont en fait, tout est co-construit avec les différents acteurs. Il faut qu'il y ait une ergonomie adaptée si le patient est utilisateur. Et là, en fait, ce qui était intéressant, c'était de se dire tout le monde n'est pas en capacité d'utiliser le numérique du côté patient. Et donc, c'est pour ça qu'en fonction de la vulnérabilité, de la complexité de la situation pour des patients donc, plus âgés, plus complexes, plus fragiles, plus isolés ou autres, c'est l'infirmière de proximité qui est formée au parcours d'accompagnement et qui utilise, elle, la plateforme. Je dirais que ça rejoint un petit peu l'expérience dans les EHPAD, c'est-à-dire qu'il y a l'infirmière qui est auprès du patient âgé, qui va recueillir un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être partagées avec le médecin et qui, voilà, c'est un petit peu le même principe. Mais finalement, un des enjeux de numérique, c'est de s'adapter à la situation et que soit le patient peut devenir autonome avec l'utilisation de tel ou tel outil, soit il faut qu'il y ait un professionnel de proximité, l'infirmière, ça peut être peut-être demain le pharmacien d'officine, qui l'aide à utiliser certains outils. Et après, il y a une chose qui n'est pas ressortie encore pour l'instant et nous, qu'on touche du doigt au quotidien, c'est qu'on pense souvent à la difficulté des patients éventuellement d'adopter ces outils. Ce n'est pas forcément uniquement le cas. Par contre, il y a une véritable problématique d'appropriation de l'autre côté. C'est-à-dire, ce n'est pas si simple pour les soignants, à la fois d'utiliser tous ces outils, parce qu'il y a un apprentissage à faire, mais c'est aussi que ça bouscule les organisations. On ne travaille pas comme ça. Donc, en fait, on va travailler autrement. Et qui va faire quoi, etc. Et ça, c'est un des gros freins, finalement, pour que ça puisse… Et puis là, on voit bien, les soignants, ils sont quand même submergés de travail et d'urgence partout. Donc, ce n'est pas très, très simple de faire adopter des solutions qui, pourtant, peuvent les aider. Parce qu'en fait, on ne prend pas le temps, il n'y a pas de moyens tellement qui sont donnés, humains, financiers ou autres, ou de formation à ce niveau-là. Je pense que c'est un vrai sujet. Oui. Alors justement, on va passer la parole à Sébastien parce que bousculer les organisations, en fait, c'est un peu un des objectifs des hackathons, c'est hacker les organisations avec les Hacking Enscamps. Et là, l'intérêt, c'est que les professionnels eux-mêmes, une partie des professionnels ont eux-mêmes envie de bousculer leurs propres organisations et c'est ce qui a fait le succès des hackathons finalement en partie. Mais Sébastien va nous en parler un peu plus largement. Pourquoi la création
de ces sessions et surtout, qu'est-ce qu'elles ont apporté, qu'est-ce qu'on doit en retenir, quel en est le bilan après cette édition. Bonjour Merci. à tous, oui, merci de m'accueillir. Ouais, effectivement, ça part d'un constat assez simple, parce que bon, moi j'ai un background de développeur, hein, donc j'ai développé des applications dans le monde de la santé, principalement aux urgences. Et effectivement, on est confronté, alors moi plus du côté des usages par les professionnels de santé, au départ, qui vivent un enfer toujours, hein, parce que ça n'a pas changé, avec une myriade d'applications diverses et variées qui font tout sauf les aider. Qui aident principalement les administratifs et encore à récupérer de l'information, parce que c'est ça qui a fait l'informatisation du monde hospitalier et qui a mis le numérique en fait au cœur de la santé. Et face à ce constat, on s'est dit, mais il y a un moment, il faut peut-être que les usagers s'emparent eux-mêmes des problématiques et inventent des solutions, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'avantage du numérique, c'est que on peut s'emparer de certains sujets et les inventer nous-mêmes. Et c'est ça qu'on a constaté, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà pas mal de professionnels de santé, et puis on l'a vu après avec les patients, qui s'étaient emparés de certains sujets et qui avaient commencé à bricoler des choses dans leur coin. Alors, on parle de numérique de manière générale, hein, c'est pas que une application mobile ou quoi, c'est que ça passe par des outils qui sont plus faciles à utiliser et qui permettent plus de choses que ce qu'on faisait avant avec du papier, quoi. Mais voilà, on a lancé un premier marathon d'innovation qu'on appelle Hackathon. Donc, l'idée, c'était de réunir des gens comme moi, des professionnels du numérique qui développent des choses avec des gens du monde de la santé, des professionnels de santé, des patients. Et on s'est dit, alors on est parti d'une chose importante, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue, on va partir de problématiques existantes. Hein. Donc, c'est quoi les problèmes qu'on rencontre? Et face à ces problèmes, est-ce qu'il y a des solutions? Et s'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait pour les résoudre? Et c'est ça qui est le fondement même du hackathon, c'est que face à ces constats, on se donne 2 jours, et en 2 jours, on prototype quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quelque chose qui tourne, pour que le lundi, parce que ça se passe le week-end, on puisse aller sur le terrain et se dire, OK, si on met ça en place, est-ce que ça améliore les choses? Et c'est ça qui est important. C'est ça l'esprit du hacker, comme on l'appelle. On confond souvent avec le pirate qui rentre dans vos ordinateurs, mais c'est pas ça. Hein. Le hacker, c'est quelqu'un qui vient résoudre un problème en détournant une solution, une technologie ou quelque chose. Et c'est typiquement l'état d'esprit des patients et des professionnels de santé. Hein. Parce que quand ils sont face à des problématiques et qu'ils n'ont pas de solution, ils se débrouillent. On appelle ça plutôt des bidouilleurs en français. Hein. D'ailleurs, si on devait traduire hacker, c'est bidouilleurs. Et puis, ils se débrouillent avec leurs moyens. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit, on va se mettre ensemble et à plusieurs, on va peut-être arriver à faire des choses. Et effectivement, le hackathon qu'on a lancé, qui s'appelle le Hacking Health Camp, qui a lieu à Strasbourg tous les ans, fin mars, ça va être la 8e édition. La première édition, on pensait être 50, hein, avec les gens que je connaissais. On était 200 la première année. Au bout de 3 ans, on était 800. Les gens sont venus du monde entier. Donc là, je me suis dit, bon, il y a un truc, hein, et il se passe quelque chose, quoi. Il y a des gens qui ont envie de faire avancer. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Dominique, maintenant, c'est 175 projets générés, dont 22 entreprises, et dont la dernière vient de lever 7 millions. Voilà, super. On est là pour mettre l'étincelle, de montrer les problématiques. Et d'ailleurs, France Assos Santé est présent chaque année pour accompagner ces projets et faire exactement ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est-à-dire donner leurs recommandations, faire attention à ce que les gens ne parlent pas dans n'importe quelle direction et prennent en compte différents types d'aspects, donc les aspects des patients, les aspects des professionnels de santé, les aspects juridiques, on a des avocats qui sont présents. Et ça aide à mettre l'étincelle et à accélérer la prise en main des problématiques. Oui. Alors, les patients sont quand même relativement peu nombreux encore, hein, c'est de l'ordre de 20 à 25 personnes par événement. C'est difficile de les impliquer. Comment il faut… Ouais, alors, au début, je me rappelle, quand on a lancé le premier hackathon, on m'a dit, mais où sont les patients? C'est vrai qu'on avait mobilisé pas mal de professionnels de santé, mais on s'est dit, mais comment on s'adresse aux patients? Au final, l'événement a pris de l'ampleur et les patients eux-mêmes sont venus vers nous. On est passé par la France Assos Santé après, le 6 à l'époque. On a commencé à les mobiliser. Mais ce qui est important, c'est que dès la 2e édition, finalement, ils étaient présents. Et je me rappelle d'un projet porté par un laboratoire pharmaceutique. Ils arrivaient avec un pilulier connecté. Ils étaient hyper fiers d'avoir commencé leur truc. Ils étaient sûrs de la solution. Ils venaient juste au hackathon pour
valider un peu le projet, quoi. Et donc, le gars présente son projet le vendredi soir. Ça dure sur un week-end, c'est du vendredi soir au dimanche soir. Il monte une équipe. Le samedi matin, il brainstorm. Et puis, nous, on fait des sessions de mentorat, de coaching tout au long du week-end avec différents types d'acteurs, dont des patients. Et là, il y a 4 patients qui s'installent à la table et qui lui présentent le projet tout fiers en disant voilà, si vous avez ça demain, ça va changer votre vie. Et les personnes le regardent et disent ouais, c'est vachement bien, mais moi, je ne l'utiliserai jamais. Le mec devient tout pâle. Et il dit bah quoi, mais on est le samedi midi, du coup, il ne lui reste plus que 24 heures, un peu 48 heures pour finir son projet. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous, des médicaments, on en prend tout le temps. Et lui, alors, je vous précise la solution, il avait développé un pilier connecté qui était dans un téléphone mobile. Et donc, on ouvrait ça dans le téléphone et on avait accès à son pilier connecté. Et il disait, le patient disait tout simplement, moi, je n'ai pas envie que les gens sachent que je prends autant de médicaments et que c'est aussi compliqué, c'est quelque chose que je fais dans mon intimité, je n'ai pas envie de le mettre dans mon téléphone. Voilà, je pense qu'on lui a fait gagner 6 mois au type. Donc voilà, c'était quand même un projet dans un laboratoire pharmaceutique. Et il s'en rappelle encore, on en rediscute et il me dit, voilà, et aujourd'hui, d'ailleurs, le laboratoire pharmaceutique a noué des partenariats avec les associations de patients et tous les projets qui démarrent, il les démarre avec des ateliers de travail, de conception avec les patients, les associations de patients. Et voilà, donc ce qu'on essaye de faire, c'est justement de faire en sorte que les gens se retrouvent à cet endroit et que tout le monde a sa place. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est difficile de dire aux patients, venez, porter un projet, résolvez votre problème, mais l'important, c'est d'être présent. Donc, il y en a qui sont en tant que mentors, il y en a qui sont dans les équipes, et puis il y en a qui portent des projets. Et on a eu depuis maintenant, dans les 6 dernières éditions, il y a, je dirais, 2 à 5 projets qui sont portés par des patients ou des associations de patients, et qui sont vraiment accompagnés. Alors après, c'est compliqué de trouver des modèles économiques, mais on a eu vraiment des très, très beaux projets et qu'on soutient jusqu'au bout, porté avec un patient qui avait de la sclérose en plaques, qui est arrivé avec un super projet, qui était un projet assez simple, parce que, en fait, quand on a une sclérose en plaques, on pense souvent que on ne sait pas trop comment communiquer avec cette personne. On se dit, est-ce qu'on la dérange, est-ce qu'on ne la dérange pas? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'un jour, on t'appelle, tu as la sclérose en plaques et on te dit ouais, viens faire un foot, et ce jour-là, tu es ravagé, tu ne peux pas, tu es obligé de dire non. Et donc la prochaine fois, on ne va pas t'appeler. Et il disait, en fait, le problème, c'est que tu n'as pas envie de dire, tu n'as pas envie de parler de ta maladie, tu as juste envie qu'on te contacte au bon moment, en fait. Et il a inventé une application assez simple qui permettait juste de dire à ses potes, là, ça va, si vous avez un truc à faire, je suis dispo. Et si là, ça ne va pas, oubliez-moi. C'était mieux fait que ça, mais en gros, c'était ça le principe. Et ça, c'est des choses assez simples. Donc, on peut s'emparer avec le numérique de manière rapide et qui résolvent des problèmes assez profonds et assez impactants pour les usagers. Et c'est bien parce qu'avec Dominique Mont et Laura Letourneau, cette démarche dans Ma Santé 2022 de travailler avec les patients, elle est au cœur du projet. Et d'ailleurs, elle est mieux soutenue désormais. Voilà, et on essaye de faire en sorte que tous ces projets nationaux soient de plus en plus partent du terrain, parce que c'est ça, il n'y a pas que les patients, c'est aussi, et Laure le disait bien, c'est qu'il faut vraiment que tous ces acteurs travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est face à un problème. Les problèmes de santé, c'est les problèmes qui touchent un maximum de personnes, et donc qui souvent nécessitent de se coordonner. Et donc, l'avantage du Hacking F-Camp et de notre hackathon, c'est qu'on met on est 48 heures tous ensemble. Il y a tous les acteurs de la santé qui sont là et on réfléchit ensemble à des choses. Et c'est des choses comme ça qu'il faut se développer de plus en plus. Alors, il n'y a pas que le Hacking F-Camp, il y a plein d'autres hackathons. Alors effectivement, le Conseil national, le Conseil numérique en santé, c'est aussi un endroit où les acteurs se retrouvent, mais peut-être de façon tellement formelle que ça ne donne pas les mêmes résultats qu'un Hacking F-Camp. Alors, j'ai une question à vous poser à tous, mais je voudrais auparavant rappeler aux participants qui peuvent, donc dans le module conversation qui peuvent afficher sur leur logiciel Zoom, ils peuvent donc préparer les questions qu'ils ont envie de poser
aux différents intervenants qui viennent d'entendre. La question qui s'adresse à vous tous, à vous quatre, c'est cette épidémie, ce Covid qu'on connaît actuellement, a donné un coup d'accélérateur. Donc, on a vu des usages se développer, on a vu des tas de choses émerger. Qu'est-ce que vous pensez qui va en rester? Qu'est-ce qui mérite de rester ou qu'est-ce qui n'était que qu'est-ce qui ne va pas durer? Adrien commence peut-être. Je me lance, mais ce n'est pas une question évidente. Je pense qu'à ce stade de la pandémie, nous, on est encore un peu dans l'observation des modifications de comportement à la fois des usagers, mais aussi des professionnels et des organisations. Nous, au niveau de France Asso Santé, et je pense que Coraline ne me contredira pas, à un niveau très national, on a constaté une désactivation totale de la démocratie en santé et de la participation des usagers à la construction des plans blancs, à la construction de tous les protocoles mis en œuvre dans le cadre du Covid. Donc, là, pour nous, c'est quand même un constat qui est extrêmement négatif et qui nous alerte sur la vitalité de cette démocratie sanitaire que l'on pensait bien installée et je ne vais pas dire qu'il ronronnait, mais en tout cas qui fonctionnait de façon à peu près satisfaisante partout, mais qui a été balayé du jour au lendemain. Et je crois que là, plus que quelque chose qu'il faut maintenir ou qu'il faut faire disparaître, c'est quelque chose qu'il faut faire réapparaître. Donc la démocratie en santé et la participation de l'usager à la construction des plans de santé et des nouvelles organisations, c'est incontournable. Pour ce qui est de la e-santé en particulier, les retours d'expérience, alors l'explosion de la télémédecine, tout ça, bon, c'est difficile, de là où je suis, de porter un avis là-dessus. Je crois que ça a été fait en ordre assez dispersé au début, que ça a été ensuite un peu clarifié pour les usagers comme pour les professionnels, ce qui relevait de la télémédecine et ce qui n'en relevait pas. Mais il me semble que ça mérite d'être peut-être un peu clarifié encore. Et on a eu des remontées terrain de gens qui disaient réaliser des consultations en télémédecine, alors même que ça ne relevait pas de cette cotation-là, et avec des usagers qui se retrouvaient avec un reste à charge intégral parce que le professionnel, lui, n'était pas connecté à télémédecine, enfin, ne remplissait pas le cahier des charges. Donc voilà, il y a des choses marginalement qui sont à améliorer, et puis globalement, encore une fois, la question de la démocratie en santé, de la participation des usagers, c'était une catastrophe. Je ne mâche pas mes mots, hein, ça a été une vraie catastrophe pendant cette crise, et là, on essaie de taper du poing sur la table pour dire, mais bon sang, penser les organisations avec les usagers, c'est juste le b.a.-ba. Certes, il y a un état de sidération dans lequel les acteurs ont pu être pendant quelques mois, mais là, il est temps de se remettre autour de la table et de travailler avec les personnes concernées. On progresse. Laure, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la partie démocratie en santé, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs c'est ressorti dans la presse et dans la mobilisation d'un certain nombre de grands acteurs associatifs, il y a quand même la volonté, je pense, aujourd'hui de faire plus avec. Je crois qu'évidemment, il faut défendre ça, ça paraît essentiel. Moi, ce que je peux juste observer, c'est qu'effectivement, donc dans le quotidien de ces communautés de patients, donc cancer, il y a eu énormément de changements liés au Covid. Et finalement, je pense qu'il en restera certainement des choses, dans le sens où il y aura probablement plus d'usage à la fois d'outils, de numérique, de suivi, l'utilisation de la consultation par téléphone ou par visioconférence, des choses comme ça. Mais ce qui va être intéressant quand on sera sorti de la crise, parce que là, on voit bien qu'on est dans des moments très tendus en fonction des centres de soins, des équipes, ça peut être vraiment très, très compliqué. Mais quand on sera un peu plus apaisé par rapport à ça, ça va être intéressant de réfléchir, quand on parle de parcours de soins, sur des pathologies qui s'installent quand même relativement dans le temps, ça sera de voir finalement à quel moment c'est utile, où est-ce qu'elles sont le plus adaptées finalement. Et probablement, il y a des moments de soins, je vais dire, avec des traitements assez intensifs, on va à l'hôpital, etc. Donc là, on voit ces soignants, etc. Et toute la période de suivi plus à distance, toutes ces thérapies, par exemple thérapie orale, on peut imaginer
imaginer qu'il n'y ait pas forcément besoin de venir à chaque fois pour une consultation de suivi et que certaines de ces consultations de suivi, quand les autres signaux justement de données réelles qui sont partagées, etc., sont au vert, puissent se faire peut-être à distance, des choses comme ça. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on va un petit peu dans une... on est encore dans des périodes où on expérimente dans des moments compliqués, mais où je pense que des deux côtés, c'est-à-dire du côté patient et du côté soignant, on pourra mieux dire ce que ça apporte et finalement définir ensemble peut-être le meilleur usage de ces différentes solutions. Alors, Coralie ou Adrien, France Asso Santé a lancé une grande étude, Vivre Covid. Vous pouvez nous en dire un mot, l'un ou l'autre? Adrien a commencé à parler, mais sans micro. Non, j'allais inviter Coralie à répondre, mais Oui, c'est une enquête à grande échelle qui se veut être un baromètre de ce qui s'est passé, pour revenir sur ce qui s'est passé cette période confinement, post-confinement, revenir sur le vécu de cette période sur différents paramètres, l'anxiété, l'accès aux soins, dans tout un tas de domaines du vécu des patients, des malades, mais aussi de tous les usagers de la santé. Et elle se veut donc à grande échelle et recueillir des données pour avoir de la matière à faire des propositions, notamment auprès des pouvoirs publics à la suite de toute cette pandémie. L'enquête est encore en cours, on peut encore y participer? Oui, bien sûr, tout le monde peut s'y inscrire. Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à consulter le site France Assos Santé et l'enquête Vivre Covid-19. Il y a un article sur le site et une communication assez dense à ce sujet. Vous pouvez tout à fait. Les gens peuvent peuvent y répondre un temps, peuvent alimenter cette enquête un temps. L'idée, c'est de participer sur le long terme pour avoir aussi l'évolution. Mais après, ça peut être une participation à un moment donné parce qu'il y a quelque chose aussi d'important à faire remonter. Mais l'idée, c'est quand même que ça soit une participation pérenne et sur le long terme. Je sais plus au niveau... Je sais qu'en 2021, c'est sûr, il y aura encore une continuité, mais je n'ai plus complètement la durée. Je crois que d'ailleurs, il n'y a pas pour l'instant de délai de... je ne dis pas de bêtises, Adrien, pas de délai de limite... Alors, si vous êtes inscrit au MOOC, au MOOC e-santé, le module 3 vous permet de retrouver ces informations, les informations sur l'enquête Vivre Covid. Vous trouverez aussi des informations sur l'application AcoPro qui a été évoquée donc avec Laure tout à l'heure. Donc, le module 3 du MOOC vous permet d'aller un petit peu plus loin sur toutes ces informations. Alors, Sébastien, le hackathon 2020, il a été organisé en pleine épidémie. Ça a changé un peu les choses sur le plan du type de projet présenté ou quelle influence ça a pu avoir? C'est particulier parce qu'en fait, on a dû reporter et donc au moment où il y a eu le Covid, on a fait un hackathon en ligne. Voilà, on a ouvert à la communauté et donc il y a eu une première édition qu'on a laissé la communauté s'emparer et ça a été assez exceptionnel parce que pour répondre à la question de tout à l'heure, pour nous, c'était du pain béni. C'est-à-dire que là, les usagers se sont emparés des problématiques. Ils ont trouvé les solutions eux-mêmes, ils n'ont pas attendu l'État et je n'ai jamais vu des mises en production dans des hôpitaux aussi rapides que ça de toute ma vie. En 2 semaines, on a mis en place une solution dans un hôpital en production pour gérer les lits et gérer le SAMU. Hallucinant. Et voilà. Et ce qui était très important pour nous, c'était de montrer qu'à travers ce type de démarche, on voit que quand ça part du terrain, déjà, ça répond bien à la problématique et que finalement, c'est possible. Parce que la plupart du temps, on vous dit « Ah oui, alors ça va être compliqué. » Vous dites, oh là là, il va falloir demander un machin, il va falloir demander un truc. Finalement, quand il y a l'urgence, finalement, c'est faisable. Hein. Ouais. Donc voilà, c'était ça qu'on prouve tous les ans au hackathon. Et là, c'était généralisé. Donc, on a eu pas mal de projets d'ailleurs qui continuent, qui sont incubés dans des incubateurs et qui continuent sur la gestion des lits principalement, sur la gestion des soignants. Après, il y a eu un grand projet usager autour de la création de masques et de visières.
avec ce qu'ils appelaient les boucliers 3D, parce que c'était avec des imprimantes 3D. Donc ça, bon, c'est pas que nous, hein, parce que ça, c'est tout un groupe au niveau national qui s'en est emparé. Et c'est très important de voir comment les gens peuvent s'emparer eux-mêmes des problématiques et trouver des solutions. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que n'attendons pas l'État. À un moment donné, si vous voulez faire des choses, faites-le. Et finalement, c'est là que c'est bien dans la démarche Ma Santé 2022, et c'est ce que j'expliquais à Laura et Dominique, c'est qu'il faut arriver à un moment à faire le lien. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives, puis à un moment, il faut quand même les aider à aller plus loin, les accompagner, etc. Et c'est ce que j'espère qui va être de plus en plus mis en place désormais, quoi. Bon, en tout cas, la promesse existe. Les assises citoyennes donc du 19 novembre, auxquelles on va essayer peut-être tous plus ou moins de participer, ou en tout cas d'assister à distance, vont nous montrer comment on peut passer de la promesse à la réalité. Je vous remercie vraiment sincèrement tous de nous avoir rejoints, de nous avoir raconté vos expériences, ces témoignages, moi, que je trouve vraiment très, très intéressants. La discussion peut continuer pour les inscrits au MOOC. Si vous avez des questions que vous n'avez pas posées tout de suite, mais que vous souhaitez, si vous souhaitez continuer à échanger sur ces sujets, donc je vous invite à utiliser les forums du MOOC pour continuer. Comme il est 13h30, alors je vois que Sébastien nous remet les dates du prochain hackathon, voilà, du prochain ELSCamp 2021. Donc les sujets restent ouverts. On peut continuer donc la conversation via différents forums, etc. Prenez bien soin de vous. Il est 13h30, donc j'avais fait la promesse d'arrêter à 13h30. Je vais le faire, ou à 31. Encore grand merci à tous, et donc prenez soin de vous et bonne journée. Et merci à vous. Jours. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.